Depuis à peu près une quinzaine d'années, il y a un truc extrêmement important dans l'économie qui a changé et qu'on doit connaître et même comprendre si on veut réussir à s'ajuster parce que ça change beaucoup de choses, que ça soit en termes de mécanismes ou même pour nos investissements. Ce qui a changé, c'est que maintenant, on est de plus en plus, et on va l'être encore plus dans les années qui suivent, dans une économie qui est gérée par la dette. La dette, c'est quelque chose qui est omniprésent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la charte qui mesure l'évolution de la dette des États-Unis, parce que c'est un peu le métronome du marché de la dette mondiale depuis genre à peu près 100 ans. C'est vraiment une charte exponentielle. C'est un peu terrifiant. On est arrivé dans une économie, et je vais vous expliquer pourquoi, qui est dépendante de la dette, qui est dépendante du crédit. Les États, les entreprises, les particuliers, tout le monde emprunte constamment pour financer leurs dépenses parce que on a une sorte d'argent bon marché qui stimule un peu l'investissement et la consommation. La quantité de projets avec lesquels j'ai déjà discuté qui me disent oui, on s'est lancé en 2016, on a très vite levé 15 millions, ou genre des sommes débiles, et qui vivent sur ça depuis, c'est absolument aberrant. Il y a une dépendance au crédit. Entre 2010 et 2020, on a eu des taux d'intérêt extrêmement bas. Normalement, vous êtes au moins d'une fois, putain, pourquoi j'ai pas fait de crédit quand il y avait des taux à 0%, 0,25%? Parce qu'on a eu une politique de taux d'intérêt très bas qu'on a depuis des décennies. Les banques centrales baissent les taux pour venir encourager un peu l'endettement, ce qui rend le crédit beaucoup plus accessible. On a aussi de plus en plus une monétisation de cette dette. Quand elle devient trop lourde, les banques centrales, elles interviennent. Elles impriment de l'argent. Oh, magie! Et elles rachètent des dettes, des obligations, ce qui permet de maintenir un peu l'ensemble bas. Et ça, c'est un mécanisme qui est de plus en plus utilisé, ça s'appelle du quantitative easing, de l'assouplissement quantitatif. Ah ouais, c'est un peu la merde, il faudrait un petit peu d'injection de liquidité, mais pas de souci. On imprime un petit peu d'argent, on rachète des obligations et des bons du trésor, et aucun problème les mecs. Le problème, c'est qu'on a un effet boule de neige qui se met en place. La dette, elle peut jamais être totalement remboursée, donc on emprunte toujours plus pour refinancer l'ancienne dette, et on crée un cycle infini d'endettement jusqu'à ce qu'une catastrophe arrive. On est dans un écosystème et dans un monde où la dette est omniprésente et où elle alimente la croissance. Le problème, c'est que la moindre mauvaise remontée des taux, la moindre perte de confiance peut faire s'effondrer tout le système. Comment on se protège de ça? En le comprenant. En comprenant comment ça fonctionne et en comprenant comment on s'ajuste dans ce nouveau monde qui est géré par la dette. Bienvenue à tous sur Investia, c'est Lovig avec vous pour le podcast Finance Économie. Les potes, si c'est pas déjà fait, 5 étoiles sur Spotify, petit abonnement sur Iril Off, ma chaîne secondaire où c'est le même podcast mais en vidéo. On est toujours un petit peu dans le top 200 des meilleurs podcasts sur Spotify, ça serait bien qu'on fasse une percée les mecs. Ça vous prend 2 secondes. C'est la seule raison pour laquelle je fais ce podcast. Ce n'est pas rentable pour moi de mettre autant de temps dessus, de passer 45 minutes à parler de création monétaire, mais j'adore faire ça. Et la seule manière que vous pouvez faire pour que je continue d'avoir autant de plaisir à le faire, même si j'en ai encore beaucoup, croyez-moi, c'est de mettre un petit like, un petit abonnement, un petit 5 étoiles. Merci beaucoup. En économie, il y a 2 types de politiques principales. Il y a la politique monétaire et la politique budgétaire. La politique monétaire, c'est les banques centrales qui les gèrent, c'est la fameuse Fed. C'est une politique qui va permettre de faire varier la tendance économique et la liquidité disponible par plusieurs manières, en contrôlant l'inflation avec le fameux levier des taux d'intérêt, en stabilisant la monnaie pour éviter d'avoir des bulles spéculatives. Vous allez comprendre que ils n'ont pas été extrêmement bons sur ça. Et en assurant une sorte de stabilité financière, en influençant la disponibilité du crédit. Donc ça, c'est grâce au taux d'intérêt. Les banques centrales, elles ont 2 missions principales, et même uniques en fait, c'est l'emploi, les taux d'intérêt, c'est tout. Donc elles peuvent faire varier les deux. Les taux d'intérêt qu'elles peuvent modifier comme elles le veulent avec le fameux levier qui permet ensuite d'augmenter la liquidité disponible. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que ce sont les crédits qui créent l'argent. Il y a un podcast exprès sur ça. L'argent est créé uniquement via les crédits. Donc, si on diminue les taux d'intérêt, ça veut dire que les crédits passent de 5% à 3%, donc sont plus accessibles. On a plus envie d'en faire. Il y en a plus qui sont faits. Et donc, on crée plus d'argent. Et inversement.
Et derrière, on a la politique budgétaire. La politique budgétaire, elle est gérée par le gouvernement. On va stimuler la croissance de l'économie en augmentant les dépenses publiques, en mettant des subventions, des aides sociales, en réduisant les dépenses, en augmentant les impôts, pour un peu faire varier la dette publique. Ces deux manières, il y a plein d'économistes qui se battent sur quelle est la meilleure manière de gérer une économie avec une politique monétaire par les banques centrales, où on va plus faire varier la liquidité, et une politique budgétaire gérée par le gouvernement, où on va plus faire varier, comment on pourrait le dire, la tendance économique, la demande, si on veut. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du cycle de la dette ? En gros, imaginez un cycle de 5-10 ans avec une oscillation très linéaire, qui se déroule en plusieurs étapes. La première étape, c'est l'étape d'expansion. C'est une étape d'expansion économique, les taux d'intérêt sont bas, il y a plein de gens qui font des crédits, les entreprises, les ménages, même les gouvernements empruntent, l'argent coule à flot, on imprime, c'est magnifique, c'est trop cool, il y a plus de demandes, il y a plus de consommation, l'économie est en hausse. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup plus de crédit, donc on a beaucoup plus de liquidité. La liquidité, c'est une notion extrêmement centrale dans l'économie. Donc les banques sont un petit peu plus laxistes. Je sais pas si vous avez vu The Big Short, on était dans des périodes où il y a une scène qui m'a marqué dans The Big Short, si vous l'avez pas vu, allez voir ce film, il est fou. C'est le moment où tu sais, t'as les banquiers qui discutent de est-ce qu'ils ont déjà refusé un crédit ? Et le mec il demande, vous avez déjà refusé d'octroyer un crédit à quelqu'un parce qu'il était pas solvable ou parce qu'il c'était pas un bon client ? Et les banquiers se mettent à rire, tu vois, genre à rigoler en mode, putain, il est con lui, comme si on allait refuser un crédit. Et c'est un peu cette vanne-là, c'est que quand on a une économie en expansion, tout le monde peut avoir un crédit. Donc les actifs sont en hausse, l'immobilier, la crypto, etc. On a une inflation qui augmente, un coût des prix qui augmente parce que forcément, on a un peu plus de demande, on a un endettement qui est croissant, on a un peu plus de liquidité et on est dans une période d'expansion. Ok. On arrive au pic du cycle où finalement il y a pas mal de crédits qui auraient pu être évités, on a un surendettement ambiant, tout le monde commence à emprunter parce que les prix font que de monter. Donc on a une hausse des prix des actifs forcément, parce qu'on a un effet de levier du crédit qui se met en place, on a des gens qui commencent à faire des crédits pour investir. Et là, on commence un peu à changer de dynamique, les banques elles deviennent un peu plus prudentes parce qu'elles commencent à voir qu'on a des signes de surchauffe. On a une inflation, on a des salaires en hausse, et donc la Banque centrale elle se dit attention, on n'a pas trop envie non plus d'évaluer notre monnaie. Je vous rappelle que la Banque centrale, ses deux rôles c'est l'inflation et l'emploi, donc elle voit que l'inflation augmente beaucoup trop, elle se dit attends, on va un peu se calmer sur le levier. On atteint une sorte de sommet, le haut de l'oscillation, où là on commence à avoir une contraction, voilà, tranquille sur les prêts. On va y aller un peu plus doucement, les banques elles augmentent les taux d'intérêt, donc il y a moins d'accès au crédit, devient plus cher, il y a moins de demandes, il y a moins d'investissement, et on est dans la phase de purge. C'est que les particuliers ou les entreprises qui étaient endettées, elles souffrent, parce qu'on ne peut plus se réendetter pour payer sa dette. Donc on doit purger tout ça, il y a des entreprises qui font faillite, il y a des particuliers qui galèrent mais qui doivent rembourser leurs prêts, on commence à avoir les premiers défauts sur les dettes, et on a une baisse des prix des actifs parce qu'encore une fois, moins de liquidité, c'est un peu plus compliqué, moins de nouveaux acheteurs. Voilà, c'est un ralentissement. Un ralentissement qui fait une sorte d'effet boule de neige. Ouais, parce que si les entreprises, elles peuvent plus faire de crédit, t'as plein d'entreprises qui payent des salaires grâce à des crédits, et donc si elles peuvent plus en faire, elles peuvent plus payer les salaires. Et donc hausse du chômage, et donc ralentissement de la production, et donc ralentissement de l'économie. Et est-ce qu'on va avoir une sorte de récession, qu'on peut aussi appeler une phase de désendettement. On purge un peu toutes les dettes qu'on avait parce que, il faut un peu être purgé, c'est vraiment le mot, pour pouvoir repartir à la hausse. Donc les actifs sont pas fous, la liquidité est pas folle. C'est une période vraiment très désagréable de ralentissement de l'économie, mais qui est nécessaire. Une fois que tout ça est bon, on a purgé un peu les dettes, on a un peu rebalancé, tout est remis à zéro, ok, c'est bon. Là on voit que le chômage est en baisse en plus, le chômage est en hausse pardon, donc vas-y, c'est le moment de stimuler un peu l'économie, les gens ont suffisamment purgé tout ça, allez, on redescend les taux d'intérêt, on repart pour un cycle, et il y a des oscillations comme ça. Ça c'est le cycle de la dette à court terme, le cycle du crédit qu'on appelle aussi, qui dure entre 5 et 10 ans en général, c'est des cycles qui dure depuis des décennies, voire des siècles. Et idéalement, le cycle de la dette, il est censé permettre de purger complètement cet endettement pour repartir sur des bases qui sont saines. Le problème, c'est que vous allez voir qu'il y a
plein de petites choses qui font qu'on a des engraissements dans le rouage et qui font que la machine, petit à petit, là ça commence un peu à puer. Déjà, premier problème, c'est que normalement on devrait avoir une oscillation pure, c'est-à-dire qu'on a, imaginons, scénario idéal, on a 0 de dette. Ok, première hausse, tout le monde s'endette. Ouf, là, tout le monde est trop endetté. On redescend, on désendette. Et on devrait redescendre à 0 de dette pour ensuite remonter. Le problème, c'est qu'on va jamais jusqu'à un stade complet de désendettement. Parce que ceux qui font la politique monétaire, ils vont essayer de remettre en place un nouveau cycle d'expansion le plus vite possible. Déjà pour empêcher une dépression et parce qu'il y a aussi beaucoup d'éléments qui rentrent en compte là-dedans. Donc la dette, elle a été diminuée, mais pas complètement, et on repart sur un cycle. Le problème, c'est que à chaque fois, le plus bas, le stade 0 de l'oscillation, il est toujours un peu plus haut. Et on a une augmentation permanente de la dette, même si on a les cycles, la charte de la dette ne fait que d'augmenter. Donc on augmente la dette, et vous allez voir que sur 20, 30, 50, 100 ans, ça a des grosses conséquences. Donc idéalement, un cycle, il devrait permettre de désendetter totalement pour repartir sur des bases qui sont saines, mais c'est jamais le cas. Pourquoi c'est jamais le cas ? Parce que les banques centrales, elles veulent éviter une récession prolongée. Les banques centrales, je vous ai dit, c'est l'inflation et l'emploi. Et si elles voient que l'emploi pue et que c'est vraiment catastrophique, elles se disent, bon, il va falloir stimuler l'économie parce que là, l'emploi, c'est une catastrophe. Les gouvernements, c'est pareil, ils veulent relancer l'économie et les acteurs économiques, ils n'ont pas forcément envie de rembourser leur dette. Une dette, c'est chiant à rembourser. Une dette, on préfère la rouler. On préfère la garder. Et donc, la dette, elle augmente de cycle en cycle. Et ça forme une sorte d'effet exponentiel. Ici, vous voyez une charte qui représente en bleu l'évolution de la dette privée et en rouge les bons du trésor à court terme qui, globalement, sont symboliques des taux d'intérêt. Alors, vous inquiétez pas si vous êtes sur Spotify, que vous êtes juste en audio, je vais expliquer tout ça. Globalement, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'à chaque cycle, la dette, elle augmente entre 1980 et 2020. La dette globale, indépendamment des fluctuations, ne fait que d'augmenter, la charte bleue. Sauf que, regardez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'à chaque cycle, regardez le bas de chaque oscillation, il est toujours un peu plus haut. La dette, elle ne fait que de monter, et on a cette charte rouge qui représente les bons du trésor, mais qui sont symboliques des taux d'intérêt, les bons du trésor sur 3 mois, on voit que les taux d'intérêt baissent en permanence parce qu'un endettement trop élevé empêche leur remontée. Et ça, c'est la première notion. Plus on s'endette, plus c'est compliqué de désendetter. Parce que ça a plein d'effets, dont on va parler tout à l'heure, qui empêche un peu le fait que il faut toujours faire un peu plus pour garder le même niveau. C'est un peu comme, une métaphore un peu bancale, mais c'est un peu comme une drogue. C'est que pour avoir certaines drogues les mêmes effets, il faut toujours un peu augmenter la dose. C'est exactement la même chose. Pourquoi ? Parce que la dette ne fait que d'augmenter. C'est la base de ça. Vous voyez que c'est un effet papillon. C'est un tout petit truc qui fait que on purge pas complètement à 0%, ok, mais la prochaine fois, pour purger, il va falloir faire un peu plus. Et vous allez voir que ça va avoir des conséquences dramatiques. Deuxième charte ici, vous avez en bleu la même charte, la dette privée, et en rouge, vous avez la dette publique, la dette du gouvernement. Et vous voyez que globalement, la dette privée, donc la dette des entreprises, etc., elle ne fait que d'augmenter entre 1980 et 2020, c'est ce qu'on a vu. Mais par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est que quand on voit les périodes de récession, donc les crises de 1991, 2001, avec la crise des dot-com, 2008, avec le crash des subprimes, vous voyez que là, la dette, elle se fait démonter, la dette privée. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des périodes de récession. Forcément, on a un gros ralentissement de l'économie. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué d'emprunter, l'économie ralentit. Mais par contre, on voit que la courbe rouge, elle augmente quand même. La dette du gouvernement augmente. Et c'est complètement logique. Parce que dans ces situations-là, crash de 2001, crash de 2008, c'est des situations économiquement qui sont catastrophiques. On a une économie qui ralentit, on a beaucoup moins de revenus chez les entreprises, on a beaucoup moins d'emplois. Et donc forcément, les revenus que les entreprises vont payer, enfin les impôts que les entreprises vont payer vont être plus faibles. Et donc le gouvernement qui à la base récolte les impôts pour mettre certaines politiques de subventions, etc., il y en a beaucoup moins, et donc il doit trouver l'argent ailleurs, parce qu'il doit restimuler l'économie. Et donc, qu'est-ce qu'il fait le gouvernement quand il a moins d'argent qui arrive à lui ? Il emprunte.
Et vous voyez que ça nous amène à une situation où la dette publique et la dette privée suivent une sorte de dynamique opposée, ce qui crée un cycle perpétuel d'endettement. On a toujours de l'endettement, même quand on a du désendettement. Pourquoi ? Parce que si on a du désendettement sur les entreprises privées, le gouvernement qui se nourrit du crédit des entreprises privées parce qu'elles vont générer plus, payer plus de personnes, payer plus d'impôts, etc., il a beaucoup moins pour se nourrir, sauf qu'il a quand même beaucoup plus de besoins, en plus d'être dans une situation où l'économie elle est pourrie, et donc il faut essayer de mettre en place des politiques de relance, donc il doit emprunter. Et donc, dans tous les cas, on a un cycle perpétuel d'endettement. Quand c'est pas dans le privé, c'est dans le public. Et vous voyez que ça marche aussi dans l'autre sens. C'est que quand la charte bleue augmente, quand la dette privée augmente, la dette publique du gouvernement elle diminue parce que par exemple on va payer plus d'impôts, donc il y a plus d'argent qui arrive. Donc, on n'a pas forcément besoin de s'endetter pour payer les subventions, etc. Là on a la notion de business cycle, ou de cycle de la dette à court terme sur 5-10 ans. Première chose qu'il faut retenir, c'est qu'on a toujours des politiques et des oscillations d'endettement et de désendettement qui sont rythmées par un levier, les taux d'intérêt. Donc, dans une politique monétaire, on n'a jamais un désendettement total, parce qu'on veut relancer l'économie le plus vite possible, et donc ça crée une sorte d'effet papillon. Il faut toujours faire plus pour tenir un peu la dette dans sa cage, et la dette publique, elle est toujours inversement proportionnelle à la dette privée. Ok, on souffle. On fait une petite pause avant de parler du cycle de la dette à long terme. L'objectif de ce genre de podcast, c'est toujours que ça soit assez agréable à écouter, forcément. C'est des sujets qui parfois sont... On est obligé de rentrer dans un minimum de détails pour comprendre un peu. Et encore, là, on est encore à la surface. J'en profite pour vous dire que il y a pas longtemps, j'ai regardé la série Bref 2, qui m'a mis une claque qui était incroyable, que je vous recommande fortement. Et maintenant, on repart sur le cycle de la dette à long terme. Et on est très loin de Bref 2, là, je vous le dis. Nouvelle charte. Une charte bleue qui représente la dette américaine par rapport à la monnaie M2. La monnaie M2, globalement, c'est la quantité d'argent qu'il y a dans le monde. On va faire simple. Et on a eu en jaune les taux d'intérêt. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est que depuis 1945, la charte bleue ne fait que d'augmenter, jusqu'en 2008, où là, elle a un petit peu diminué, mais la tendance est extrêmement haussière. Je vous rappelle que la charte bleue, c'est le pourcentage de la dette américaine par rapport à l'argent en circulation. Donc s'il y a 1000 euros de dettes qui ont été générées et 100 euros d'argent en circulation dans le monde entier, ça veut dire que le ratio dette par rapport à la M2, il est de 1000%. Et vous voyez que là, il est monté jusqu'à 700%. Et en jaune, on a le taux d'intérêt qui ne fait que de diminuer. On a ici la même charte, sauf que cette fois, c'est plus la dette par rapport à l'argent en circulation, c'est la dette par rapport au PIB, à la production. Et vous voyez qu'on a un problème parce que normalement, la dette, elle est globalement reliée à la production. Là, vu qu'on a une charte exponentielle, on a une dette qui se décorrèle de la production et qui ne fait que d'augmenter. Et on a un problème. Le problème, c'est que quand la dette elle atteint un trop gros pourcentage du PIB, ou de la masse monétaire totale, le fait de vouloir la réduire nominalement, ça veut dire en essayant de la rembourser, tout simplement, ou en réduisant les dépenses publiques, ou d'utiliser des méthodes classiques pour réduire une dette. Par exemple, imaginons que j'ai 1000 euros de dette, qu'est-ce que je peux faire pour réduire ma dette ? Si je veux la rembourser sur 6 mois, je vais moins aller au resto, je vais moins sortir, ça je vais avoir plus d'argent, je vais pouvoir rembourser ma dette. Le fait de faire ça, quand on a une dette qui atteint, je vous rappelle, parce que c'est très important, un trop gros pourcentage du PIB, là vous voyez qu'en 2020 on est presque à 400%, en fait, ça devient tout simplement impossible. Pourquoi ? Parce que dans cette situation-là, ça va entraîner une grosse contraction économique. Il y a moins d'argent qui circule, la demande elle diminue, le chômage il augmente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'économie n'est pas boostée par le PIB, mais par la dette. Et donc, si j'essaye de rembourser la dette, ça va faire un effet très très difficile. L'autre problème, ça va être que l'État va collecter moins d'impôts et ensuite on aura une hausse relative du poids de la dette, parce que oui, la dette diminue, mais le PIB aussi. Et donc la dette qui est toujours très proche du PIB, très reliée au PIB, en proportion, on se retrouve avec une dette qui est encore plus lourde. C'est exactement, par exemple, ce qu'on a eu en 1930, quand on a eu la Grande Dépression, ou par exemple, la Grèce a eu en 2010, où elle est rentrée dans une récession sans vraie réduction de la dette.
Donc en fait, le gros problème, c'est une mécanique qui n'est pas évidente à percevoir, mais c'est que quand la dette devient trop haute par rapport à ce qu'on produit, en fait, on peut juste pas la rembourser avec des méthodes classiques. Si jamais je gagne 1500 euros par mois et que j'ai 15 000 euros de dette, je peux mettre en place un plan sur 2 ans pour essayer de réduire mes dépenses et pour rembourser ma dette. Par contre, si je gagne 1500 euros par mois et que j'ai 1 500 000 de dette, je vais pouvoir réduire le coût de ma vie, mais ça va rien changer du tout. Parce que c'est beaucoup trop haut et c'est exactement la même chose. Donc, on peut pas rembourser notre dette comme ça. Comment on va la rembourser, du coup, cette dette ? On va la rembourser avec un autre système. On va la rembourser en imprimant de l'argent. Non, attendez, je la refais. Si on a un bon banquier central qui communique proprement, on dit plutôt qu'on va la rembourser en optant pour une expansion massive de la masse monétaire. En imprimant de l'argent. C'est pareil. Comment on va faire ça ? En gardant les taux bas. Parce que c'est le crédit qui crée l'argent, donc plus les taux sont bas, plus on peut créer de l'argent, et en mettant en place un assouplissement quantitatif, c'est-à-dire en créant de l'argent pour rembourser la dette. C'est juste ça, c'est magique, l'argent magique de la Banque centrale. C'est ça qu'on va mettre en place. Donc qu'est-ce que ça va engendrer ? Ça va engendrer la création d'inflation, évidemment. Mais l'inflation, elle va éroder la valeur de la dette. La valeur réelle de la dette. Pourquoi ? Parce qu'un pays peut garder la même dette, mais si le PIB augmente, et si le PIB permet d'augmenter les salaires aussi, parce qu'on a une expansion de la masse monétaire, parce qu'on a imprimé beaucoup d'argent, la dette, elle devient beaucoup plus soutenable. C'est exactement comme ma dette, si j'ai 1500 euros et que j'ai une dette de 1,5 million, c'est trop compliqué de me priver. Par contre, si j'ai une imprimante à billets qui me permet de créer 150 000 euros par mois, ma dette, elle devient de 1,5 million. Mais par rapport à ma production, qui n'est plus 1500 euros par mois, mais 150 000, la valeur, le poids de ma dette, c'est différent. Là, vous vous dites, bon, ok, il a 1,5 million de dette, mais il gagne 150 000 par mois. Et c'est exactement pareil entre la dette et le PIB. Donc si on augmente la quantité d'argent en circulation, on augmente le PIB parce qu'on produit globalement plus, parce qu'on peut payer des nouveaux salaires, etc. Et donc, on diminue le ratio PIB par dette. Et là, vous vous dites sûrement, ouais, ok, c'est cool, mais on est quand même en train juste d'imprimer de l'argent et ça ne rembourse rien. Est-ce qu'on n'est pas en train de tout planquer sous le lit pour faire croire que c'est propre ? Ouais, complètement. Et il y a peut-être un mot qui vous vient normalement en tête ensuite, la notion de bulle. Les gens ont un peu trop tendance à blâmer. En fait, dans ces situations-là, et on est exactement en ce moment dans notre économie dans cette situation, c'est que les gens ont un peu tendance à blâmer la Banque centrale et compagnie de trop imprimer d'argent quand la dette, elle devient trop massive. Là, vous l'avez peut-être déjà entendu, on a une dette qui est massive et donc on imprime. Le problème, c'est qu'on vient de le voir, on arrive à un stade où ils n'ont juste pas le choix de faire ça. C'est la seule manière de diminuer la valeur relative, qu'on pourrait appeler le poids de la dette. Parce que la vraie erreur, elle est déjà faite. La vraie erreur, elle est faite il y a des années, des décennies même. Elle est faite quand ? Elle est faite quand on a eu une politique monétaire extrêmement souple, qui a permis aux gens d'emprunter de l'argent, et on a eu la même pour la politique budgétaire. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? 2008, les années 2010-2020, quand on avait des taux à 0%, les taux négatifs. En fait, on a un stade où, à cause de tout ce qui s'est passé là, en 2008, on a eu un crash, on a eu une relance économique absolument énorme, où on a dit, ok, on met des taux extrêmement faibles pendant longtemps, parce que l'économie, elle est catastrophique, donc si on imprime à nouveau de l'argent, allez, on relance l'économie. On a eu pareil en 2020 avec le Covid. Et maintenant, on a un stade où on n'a juste plus le choix d'imprimer de l'argent. On ne peut plus faire autrement. Si on ne le fait pas, ça fait quoi concrètement ? Ok, on essaie de rembourser la dette, l'énorme dette là qui est en train de se mettre en place. On essaie de la rembourser. On va faire quoi ? On va diminuer les dépenses publiques, on va diminuer les investissements, on va diminuer les crédits, ok. Donc la liquidité globale, elle diminue. Ok ? Le prix des actifs, crypto, etc., tout ce que vous voulez, aussi, ça diminue. L'économie diminue, donc il y a moins d'emplois. Donc on a des entreprises qui déposent le bilan. Donc il y a moins d'impôts qui sont payés au gouvernement. Donc il y a moins de programmes sociaux, parce qu'on ne peut pas les payer, parce que le gouvernement a moins d'impôts. Donc on augmente les impôts. Et on tombe dans une sorte de spirale déflationniste assez horrible, qui peut normalement être une phase qui est nécessaire à un cycle du désendettement pour repartir un peu plus fort, mais c'est juste pas possible à mettre en place dans les conditions où la dette représente des centaines de pourcentages du PIB. Ça ne marche pas. Renseignez-vous sur ce qu'a fait la Grèce en 2010, c'est exactement ça. On peut rajouter à ça un truc intéressant, c'est la géopolitique.
ou si moi je suis la France, j'essaie de faire ça, j'essaye de mettre un peu mon pays, de diminuer les dépenses de mon pays pour rembourser ma dette. Sauf que le voisin, l'Allemagne, l'Espagne, eux, ils ont la politique inverse, ils impriment. À court terme, la différence, elle va être colossale. Ils vont avoir des ressources militaires, par exemple, qui seront énormes par rapport à moi. Et des grosses nations comme les États-Unis, bah, elles doivent montrer de la puissance. Elles peuvent pas se permettre de faire ça. Donc, les banquiers centraux, ils impriment plus d'argent parce que sinon, on va savoir que c'est leur décision qui a fait plonger le pays dans une spirale déflationniste. Et on a tout un conflit d'intérêts qu'on peut même saupoudrer avec un peu de politique, pardon. Bah ouais, parce que si on essaye de mettre en place, je sais pas, moi je suis président de la France, je dis, ok, là c'est la merde, la dette française elle est cata. Pendant 5 ans, on va mettre en place une politique de désinflation. La politique de désinflation, c'est chiant, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, pas d'emploi, c'est chiant. Bah au bout d'un moment, les habitants, ils vont en avoir un petit peu marre. Ils vont voir qu'il n'y a plus de programme de relance, plus de travail, plus rien. Ils vont faire quoi? Bah ils vont voter pour les politiciens aux prochaines élections qui promettent une relance. Et donc on aura une relance. Vous voyez ce que je veux dire? Une économie ne peut pas s'effondrer tant qu'on a du nouvel argent à imprimer. Je sais pas si vous avez déjà vu sur la boîte du Monopoly, dans les règles, il y a une règle qui est qu'est-ce qui se passe si la banque n'a plus d'argent? Et je vais vous lire ce que répond la règle du Monopoly. Certains joueurs peuvent penser que la banque n'a plus d'argent et qu'elle fait faillite si jamais elle n'a plus de billets. La banque ne fait, c'est fou, la banque ne fait jamais faillite. Pour continuer de jouer, vous pouvez utiliser des bouts de papier qui permettent de garder un registre des transactions qui ont été mises en place jusqu'à ce que l'argent revienne dans la banque pour qu'on puisse les donner. Donc en gros, s'il n'y a plus d'argent, c'est pas grave. On fait ça sur un bout de papier et on en crée un nouveau. Faut juste savoir, voilà. Vous avez déjà peut-être entendu la phrase « les riches deviennent plus riches, les pauvres restent pauvres ». Ben en fait, à la fin d'un cycle d'endettement long terme, c'est exactement ce qui se passe. L'argent circule mal, les richesses restent concentrées tout en haut de la pyramide. Les riches deviennent encore plus riches parce qu'on a une appréciation des actifs financiers et bourses immobiliers. Les salariés, les classes moyennes, leurs revenus stagnent parce que l'argent ne circule plus comme il faut dans l'économie. Et quand les taux sont bas et que la politique monétaire est expansive, bah l'argent il va où? Il va dans les marchés financiers, actions, obligations, immobiliers. Donc le mec qui a un appart, forcément il va gagner plus d'argent. Donc le riche qui a un appart. Il va dans les grandes entreprises et dans les banques. Il va dans les classes riches qui ont déjà des actifs, qui ont déjà des positionnements en bourse, en immobilier, en crypto, etc. Et donc ça renforce leur avantage. Et ici, vous la voyez, cette charte qui est folle. On a une charte en vert qui représente le pourcentage des richesses du top 0,1% des plus riches, et en rouge, le pourcentage des richesses du top 90% des plus riches. Et vous voyez que jusque dans les années 1980, où les taux d'intérêt étaient à peu près contrôlés, bah les plus riches, le top 1%, ils avaient quoi, 5-7% des richesses. Et maintenant qu'on a augmenté les taux d'intérêt et qu'on a imprimé de l'argent, ils ont plus de 25%. Ok, on imprime, la dette augmente, mais ça se finit comment? Est-ce qu'au bout d'un moment, on ne peut plus créer de dette? Normalement, il y a un plafond. Mais le problème de ce plafond, c'est qu'il a été remonté 100 fois en plus de 100 ans. Donc bon, c'est pas du tout la première fois qu'on a un cycle long de la dette. Et on a des politiques. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui pourrait se passer au moment où la dette devient tellement massive que il doit se passer quelque chose, tout simplement. Le problème, c'est qu'on ne peut plus la rembourser. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien les amis, c'est le sujet du podcast de la semaine prochaine. Merci beaucoup. À bientôt.